Donc matière située, alors c'est une conférence rapide. On a toujours tendance à faire des conférences très longues. On va essayer de faire beaucoup plus court aujourd'hui. Et puis surtout, on a thématisé sur l'objet de l'invitation, c'est-à-dire l'usage du bois. À l'agence, on a quand même effectivement beaucoup de sujets très différents. Le bois n'est pas du tout exclusif dans notre production, mais c'est un matériau qui nous intéresse beaucoup. On va montrer pourquoi, mais et on a réussi à le mettre en œuvre dans des situations assez différentes. Donc pour démarrer, entre guillemets, on aime bien partir de ces photos pour se souvenir un peu d'où on vient, parce que finalement, aujourd'hui, quand on parle à des gens de la filière bois, il n'y a pas trop de... Enfin, les gens sont plutôt convaincus, mais on est loin d'être aujourd'hui dans notre territoire sur une zone infinie, quoi. L'infini, il est autour de nous, il nous regarde et il est largement étendu, bien au-delà de ce qu'on peut en percevoir. Donc le premier exemple qu'on va développer, on en a mis 4 qui sont relativement différents. Donc un quai de transfert des déchets, donc c'est le type de programme qu'on aime bien faire à l'agence parce que c'est un programme pour lequel l'architecture n'est pas tellement inattendue en fait. On est sur un quai de transfert, donc l'objet premier du programme, c'est d'héberger des poubelles. On a quelques bureaux, on a quelques garages, mais finalement le plus gros de l'effort, il est juste à destination des poubelles du site. Le plateau du Vercors, entre l'été et l'hiver, ils ont des variations de population qui sont énormes. Et c'est tellement compliqué d'accéder sur le plateau que finalement, quand ils font le ramassage des ordures, ils ne descendent pas chaque camion dans la vallée. Ils vont au quai de transfert, décharger les poubelles et ils remplissent des semis entiers pour pouvoir descendre de façon beaucoup plus restreinte dans la vallée. Et donc, quand on est arrivé sur le plateau, on s'est rendu compte de cette espèce de microcosme que ça représentait. Finalement, les voies d'accès au Vercors sont des voies d'accès qui sont assez restreintes. C'est pas pour rien que le Vercors a été un haut lieu de résistance. C'est quand même pas hyper facile d'accéder là-haut. Et c'est resté un milieu qui est quand même encore très protégé. On voit le plateau et puis là les gorges de la Bonde dans lesquelles s'inscrit le projet. Avant qu'on intervienne, où on est vraiment dans un départ de vallée, mais aussi une arrivée sur le plateau. Donc là, on voit l'écosite du FENA, qui est un lieu où la maîtrise d'ouvrage, qui est la communauté de communes du massif du Vercors, avait déjà commencé un petit peu la revalorisation du site, puisqu'à l'origine, c'était une station d'épuration à ciel ouvert. Donc les gens, quand ils arrivaient sur le plateau, la première chose qu'ils voyaient, c'était la steppe, les odeurs, c'était... voilà. Donc ils ont refait une steppe, mais fermée, avec une usine de compostage, valorisation des boues, ils valorisent aussi les gaz en biogaz, etc. Ils ont toute une thématique bois déchiqueté, une thématique lait fromage, puisqu'ils ont une grosse coopérative laitière, donc ils ont un bâtiment en tête de site au bout, sur lesquels ils transforment du lait en fromage. Et nous, on était donc finalement sur la pointe qu'on voit vers nous, plutôt en fin d'opération pour construire ce quai de transfert. Les élus, quand ils nous ont retenus, ils nous ont... Alors c'était une MAPA, donc procédure adaptée, on n'a pas fait de concours, il n'y avait pas d'image sur le bâtiment. Et la chose sur laquelle on s'est mis, il y avait deux critères, on va dire. Le premier, c'était l'efficacité du site sur le côté fonctionnel d'un équipement technique. Et le deuxième, c'était changer les conditions d'usage pour leurs employés, parce que ce que vous voyez à gauche, qui est un ancien incinérateur, était devenu le quai de transfert actuel avec les locaux sociaux, etc. Donc inutile de dire qu'ils étaient dans des situations assez épiques. Et on a rajouté là-dessus, et ils étaient très moteurs et ils nous ont beaucoup suivis, la question de produire en bois, et en bois local. Parce qu'en fait, les communes de la Comcom sont elles-mêmes productrices de bois, elles ont énormément de forêts qui sont ressources en bois. Et donc, dès le début, la notion de se dire on peut le faire en bois, ça c'était un acquis parce que tout autour, les premiers bâtiments étaient véritablement déjà faits en bois, mais en plus en bois local, ce qui était quelque chose qu'ils n'avaient toujours pas réussi à faire, parce qu'il y a toujours un moment donné où on finit par quitter un peu la route, on a les procédures de marché public, etc. Donc le bois local, ça a une vraie pertinence, parce que quand on voit ce que les camions grumiers sont obligés de faire comme exercice quand ils descendent les gorges pour descendre les bois dans la vallée, ça nous semblait quand même un petit peu inutile de se dire qu'on allait couper du bois sur le plateau, le descendre dans la vallée,
le scier, le transformer et le remonter ensuite pour reconstruire le bâtiment avec, il y avait quelque chose qui nous semblait quand même un peu dénué de sens dans l'exercice. Donc on a tout fait pour essayer de le conserver sur le plateau. Donc on s'est vraiment inscrit là, on a dans le travail des références à chaque fois, là, le cueilleur d'arbres de Lorenzo Pellegrini, là, c'est vraiment l'artisan qui connaît tellement bien sa forêt qu'il va choisir les arbres particulièrement qualifiés pour pouvoir les distribuer aux luthiers derrière qui fabriquent ses violons avec. Il y avait un peu cette notion à un moment donné d'aller dans la forêt, de pouvoir voir ce qu'on avait comme ressources et quels étaient les artisans sur place qui étaient capables de la transformer et de le mettre en œuvre. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait en même temps qu'on menait les études, finalement, de dessin, enfin études plus classiques pour un architecte de conception dans le projet. Et on a fait la rencontre de deux acteurs, père et fils en l'occurrence. John Sauvageon, donc, qui est un charpentier qui est sur le plateau, qui a la particularité d'être charpentier, mais aussi finalement dans sa profession menuisier et ébéniste, et qui possède un banc de scie chez lui. Donc il est capable de scier son propre bois. Et Gérard, qu'on voit sur les images aussi, son père, il est propriétaire forestier et il coupe du bois. Donc finalement, avec les deux, on était capable de tracer et de sourcer les parcelles où on pouvait aller chercher du bois et fournir le chantier. Alors on connaît pas, on n'a pas choisi les bois un à un, mais par contre, John sait dans quelle parcelle il s'est approvisionné, il sait que le bois, il vient bien du plateau, et on a même été capable de calculer, je crois qu'il y a un maximum de rayon de 15 km entre l'endroit où les arbres ils ont été coupés, l'atelier de John où ils ont été transformés, et le chantier où ils ont été mis en œuvre. Tout ça, ça a été rendu possible parce que finalement, on a travaillé sur plusieurs thématiques, mais il y en a une, c'était se renseigner sur les ressources locales, donc finalement, pas dessiner un projet que le charpentier, les bancs de scie, etc. pourraient pas produire quelque part. C'est-à-dire que si on ne sait pas scier des bois de 25 mètres, ça sert à rien de dessiner un projet avec des bois de 25 mètres, quoi. Et en même temps, on avait la volonté, pour essayer de tenir aussi un petit peu l'objectif financier, de pouvoir faire l'exercice et de démontrer que, quelque part, dans la grume de bois, on était capable d'utiliser les produits nobles, mais aussi toute une partie de produits un peu moins nobles, voire presque à un moment donné des coproduits. Et là, c'est l'inspiration Vincent Colère qui a fait une œuvre alors en sculpture, et puis il en a fait une impression aussi qui nous a beaucoup inspiré sur le côté, justement, à partir d'une grume, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc sur cette base-là, on a vraiment fait... Ouais, c'est ça. On a fait le projet avec les contraintes qui nous étaient données. Donc finalement, un gros corps de bâtiment en béton, parce que la partie poubelle, elle est soumise à des agressions chimiques assez violentes. On a les engins mécaniques qui viennent ramasser ça, etc. Donc il n'y avait pas du tout d'idée de mettre du bois à cet endroit-là. Et tout ce qu'on pouvait faire en bois au-dessus, enfin autour même, on va dire, on l'a fait. Donc finalement, on a fait la charpente, on a fait les bardages, on a fait les cloisons intérieures, on a fait les parements de cloisons, on a fait des bois, des fois de contreventement, même dans les toitures. Et avec l'idée de se dire que plus le bois était en extérieur et plus il restait brut, plus il était en intérieur et plus il était transformé, c'est-à-dire rectifié, poncé, voire huilé. Donc finalement, le bois qu'on voit sur les bardages ici en extérieur, il est brut de sciage et non déligné sur sa face extérieure. Et en intérieur, vous verrez, on est parfaitement... Donc là, on voit les grandes fermes. Donc à chaque fois, là, on a mis photo de maquette. On a beaucoup travaillé en maquette pour essayer d'anticiper un peu et les ambiances et le travail que ce serait et la réalisation à droite. Donc toute une charpente en bois plutôt court avec une forme assez traditionnelle qui nous a permis de travailler sur des sections homogènes 12-24. Donc on a pu débiter comme ça de la masse de bois dans le stock qu'avait John. Les poteaux sont 2 x 12-24. Quand il a fallu doubler, tripler, on a doublé, on a fait en sorte que le dessin puisse passer comme ça, et avec l'enjeu que John puisse le fabriquer dans son atelier. Donc il a coupé toutes les pièces, et dans son atelier sur le plateau à quelques kilomètres du site, il a travaillé par demi-ferme, et il a assemblé à plat toutes les fermes. Ces gars nous ont pas franchement remerciés parce qu'au final c'était quand même assez chargé, donc ils ont fait un certain nombre de percements. Il y avait pas mal de métal dans ces fermes-là.
En tout cas, en assemblage, là, on le voit. Mais en tout cas, quand on est arrivé dans ces ateliers, tout l'atelier était pris par les fermes du projet. Et donc, ça lui a permis derrière de les lever sur site et de pouvoir monter ça directement préfabriqué, évidemment, ce qui est quand même un gros avantage du bois. Et donc, on a eu ce travail en intérieur. Alors, on l'a en version finie et puis on l'a en version en cours. Où on voit tout le travail de cloisonnement. Là, on est vraiment sur du cloisonnement qui aurait pu être fait en placo finalement, enfin un rail métallique, mais où on a réussi avec John à jouer le jeu de tout produire avec... c'est lui qui nous a fait aussi l'approvisionnement en bois, ça reste du bois local là-dessus. Et de la planche pour faire tous les parements intérieurs. On en parlait des fois du contreventement comme ça sur du bois qui est à 45 degrés pour travailler sur les efforts. On a même poussé l'exercice jusqu'à fournir, alors cette fois-ci on n'a pas eu le choix de le sortir du plateau, mais c'est lui qui a fourni le bois des menuiseries extérieures au menuisier qui lui a fabriqué les fenêtres. Donc elles ont fait un tout petit peu plus de kilomètres, le menuisier était en Orisère, mais elles sont restées en bois local. Voilà, donc là vous avez les bureaux qui sont la partie noble finalement de l'équipement, avec cette planche qui est mise en œuvre dedans. Et il y a une particularité, donc on voulait pouvoir l'utiliser dans tous ces états, on voulait pouvoir l'utiliser non traité. Non traité en France, normalement c'est relativement facile, c'est soit on a la bonne classe d'emploi quand on est en bardage, soit on est visible pour ce qui est du bois de structure. Donc bois de structure, on a tout fait pour conserver le maximum de bois visible. Dans les bureaux, on voit les grandes fermes, enfin on les voit ici, voilà. Toutes les fermes ici sont visibles, la plupart des poteaux sont visibles, on en a quelques-uns qui sont pas visibles qu'on a été obligé de traiter, mais donc tout ce qui est visible est non traité, parce que par définition on est capable de voir s'il y a un problème et donc de changer la pièce. Et sur le bardage extérieur, on voulait pouvoir utiliser la ressource locale, donc sapin épicéa, qui n'est pas naturellement classe 3, donc on n'avait pas le droit normalement de l'utiliser en bardage extérieur. Et en fait, en travaillant avec le bureau de contrôle, et c'est important de le noter parce que c'est elle-même qui nous a finalement sorti le bon texte, on est allé récupérer dans le DTU la pente au-delà duquel on considère que la géométrie protège le bois. Et donc finalement, quand on fait ça, on a le droit de descendre d'une classe le bois. Ce qui fait que tout notre bardage qui est ici, donc qui a un peu cette espèce de pente vers l'extérieur, c'est aussi et surtout pour ça, c'est-à-dire que ça nous a permis de considérer que toutes les lames de bardage étaient protégées, donc elles sont restées en sapin épicéa non traité, et en fait, de fait, ça vieillit très bien. Et donc ça, on l'a travaillé évidemment en proto avec John aussi, pour caler tout ça, et il nous a mis ça en œuvre avec beaucoup de qualité. Voilà. Le deuxième site, c'est assez différent, on est sur un beaucoup plus petit programme. On était à 150 000 € de travaux, sur un patrimoine vernaculaire qui n'avait aucune qualité intrinsèque, dans une commune juste à côté de chez nous, la Coublevie, on est vraiment limitrophe de Voiron. Et en fait, on a vraiment là une ancienne maison forte comme ça, qui est devenue la mairie aujourd'hui, adossée à un grand parc, et qui avait des dépendances ici qui datent certainement de la vie de la maison. Et ces dépendances, elles ont été assez massacrées. Je pense qu'on a mis, voilà. Quand on l'a visité, c'était comme ça. Donc on voit, en fait, on a presque l'impression d'avoir un bâtiment maçonné. Comme il y a eu des portes sectionnelles, ils ont fait des jambages en béton, ils ont enfermé tout le bois. À l'intérieur, on avait tout un recoupement avec des murs en parpaing, etc. En fait, l'image même du bâtiment, c'était un bâtiment sans qualité, plutôt associé à de la maçonnerie. Et la maîtrise d'ouvrage souhaitait pouvoir finalement récupérer ce bâtiment pour en faire un lieu associatif. Une halle qui puisse servir pour le marché, qui puisse servir pour les associations, etc. Donc pour travailler là-dedans, on s'est dit, et on avait la référence de Dietrich Hunter-Triffaler, là, le musée Angelica Kaufmann, que ce serait intéressant justement qu'on puisse essayer de récupérer, puisqu'on avait bien vu que c'était une charpente bois, donc la charpente originale, la remettre un peu en état et en valeur, parce qu'il y avait forcément des endroits qui avaient un peu souffert, et qu'on y associe quelques éléments contemporains qui viennent compléter les quelques fonctions qu'on nous avait demandées, qui étaient assez peu finalement, et que le contraste s'opère comme ça entre le patrimoine
qui étaient là avant nous et la nouvelle intervention. Donc tout le premier travail, ça a été essayer de comprendre un petit peu sur quelle charpente on était, comment le bâtiment a été conçu. On a retrouvé, c'était assez sympa, là, les marques que pouvaient faire les charpentiers là, quand ils fabriquaient ces fermes et qui se les numérotaient pour pouvoir les disposer après sur le bâtiment. Et on a fabriqué cette petite maquette, notamment parce qu'on l'a amenée sur le site quand on a fait une réunion publique. Les gens n'arrivaient toujours pas à comprendre que ce qu'ils avaient là devant les yeux, en bois, c'était la même chose que ce qu'ils avaient dans le parc, on va dire en maçonnerie. Donc on a travaillé sur les usages avec la mairie que pouvait, on va dire, abriter cette halle. Donc finalement, ce qui s'est avéré être le plus pertinent, c'était quelque chose de très ouvert et qui puisse être, si possible, un peu augmenté. Et donc c'est de là que sont arrivés le travail sur les portes. On voit, il y a une halle fermée qui est plutôt un lieu, on va dire, de stockage. Ils n'ont pas forcément vocation à l'occuper tant que ça. Et puis des situations où la halle s'ouvre plus ou moins et où elle peut abriter soit de la gym, soit du marché, soit des activités sportives. Donc le chantier a démarré avec le fait de débarrasser justement toute la halle de ces maçonneries qui venaient la parasiter. Ensuite, on a sablé tous les bois pour pouvoir récupérer un petit peu le bois d'origine et on les a tous repris. Donc on a fait, alors il y avait on a changé un poteau complet sur un des pieds et un pied de poteau qu'on n'arrivait pas à sauver parce qu'en fait ils avaient tellement été pris dans la maçonnerie qu'il y avait des rétentions d'eau qui nous ont flingué le bois à certains endroits, c'était assez irrécupérable. Donc on a vraiment fait ça au minimum et on les a tous repassés pour leur redonner un petit peu parce que le bois ancien comme ça il aime pas trop être décapé. On les a repassés à l'huile de lin et essence de térébenthine pour leur redonner un petit peu la patine et puis une couche de protection. Ce qu'on s'est donné comme objectif avec la maîtrise d'ouvrage sur ce bois-là, donc celui ici et puis celui qu'on va voir après, c'est que comme on est là aux portes du massif de la Chartreuse et du PNR de la Chartreuse, on a alors là une filière qui s'est mise en place sans nous attendre, c'est l'AOC Bois de Chartreuse. Donc en fait on a fait en sorte de pouvoir demander aux entreprises de fournir en AOC Bois de Chartreuse, ce qui est finalement pour le coup assez facile parce que comme la filière existe, et ben, ils sortent régulièrement. Alors, il n'y a pas des volumes incroyables, mais ils sont capables, dans 2 ou 3 scieries là, de Chartreuse, de nous approvisionner en AOC bois de Chartreuse. Donc là, on a la certitude de dire le bois, il a été coupé dans le massif, transformé pas trop loin, et on est aussi sur une production qui est quand même très locale. Et donc, quand on a eu fait ce travail-là, on est venu faire ces quelques petites extensions pour lui donner son nouvel usage et puis lui garantir, on va dire, de passer aussi sereinement les prochaines années de vie sous ce nouvel aspect. Et donc, le premier truc qu'on a fait, c'est projeter une petite dépassée pour venir couvrir comme ça un peu plus loin et protéger bien les poteaux et les pieds de poteaux. Donc, ils étaient naturellement bien soulevés du sol avec les massifs en pierre. Et là, la partie en extension permettait de venir encore accentuer cette protection. Et on a doublé ça avec des grandes portes en bois. Donc c'est des portes qu'on a fabriquées, c'est des grandes cadres, elles sont assez monumentales puisqu'elles font plus de 500 kg chaque porte. Et en fait, on a travaillé avec une boîte qui est plutôt issue du monde de la scénographie de spectacle pour travailler sur un système de tringlerie en fait, qui permettent de lever ces portes et de faire en sorte que quand la halle est ouverte, toutes les portes soient levées et presque elle s'étend, on étend finalement la zone de toiture de la porte au-delà de son emprise propre, quoi. Et donc ce travail-là, on l'a fait avec les ingénieurs bois parce que c'était pas évident de réussir à convaincre tout le monde que sur un patrimoine qui était finalement vernaculaire, donc qui n'a jamais été dimensionné ni calculé véritablement pour ça, 2, un petit peu abîmé, même si on en a changé des petits bouts, on n'a pas voulu tout reconstruire, et 3, sur lequel on venait mettre quelque chose qui était quand même particulièrement lourd. On n'était pas en train de faire n'importe quoi. Bon, au final, les bonnes volontés se sont alignées. Il y a une certaine flexion à l'ouvrage, mais le bureau d'études structure était très content de cet état de fait, parce que pour lui, c'est plutôt favorable au fait que finalement la structure absorbe les efforts sans être complètement rigide. À son avis, si elle avait été trop rigidifiée, on aurait risqué justement plus de casser tout que de lui donner une certaine souplesse.
Et donc ces portes, voilà, on a fait un petit... on peut les ouvrir, hop, toutes pour leur donner... Alors je crois qu'on a des photos... Donc ça c'est... Vu de derrière, on est vraiment à la lisière, comme c'est de l'urbain de petites villes, on va dire. On a vraiment les lotissements pavillonnaires directement au contact. Et on a une grande porte battante sur le côté, voilà. Et on avait quelques photos en usage de cette halle. Donc c'est super parce que les quelques fois on y est repassé après. La commune, elle est capable maintenant de l'ouvrir complètement. Ils font des fêtes, des événements, courses à vélo, je sais pas quoi. Ils n'ont pas encore fait le marché. Et finalement, ils se sont rendus compte que le plus dur à bouger, c'était le marché. Que les habitudes autant des gens que des commerçants d'aller à un endroit, finalement, c'était pas si facile que ça à bouger. Et donc elle n'a pas encore accueilli le marché. Mais par contre, elle a déjà bien servi et je crois qu'ils en sont particulièrement contents. Donc c'est super. Troisième sujet, encore un peu différent. Donc on est au château d'Harcourt, dans l'Eure. Donc c'est un projet sur lequel on est allé, on va pas dire par hasard, peut-être un peu grâce à notre casquette patrimoniale plutôt que bois. Parce que j'ai un de mes deux associés qui est architecte du patrimoine. Et on est sur un arboretum et un château. Donc je crois que j'ai mis quelques plans. Donc c'est un territoire qui est assez gigantesque, avec un château qui est assez magnifique, qui est assez particulier, puisqu'il a une double face, enfin assez différente l'une de l'autre. Et le paysagiste qui a répondu en tant que mandataire sur la procédure nous a demandé de l'accompagner. On ne savait pas forcément très bien ce qu'on allait y faire, j'avoue. C'était pas très clair au début. Il y avait des questions un peu liées aux équipements techniques. On a vu que c'était des sujets qui pouvaient nous intéresser. Et puis, il y avait toute une question autour d'un parcours nocturne. Donc, on va voir ça. Mais l'arboretum, il est majestueux. Il y a des arbres qui sont absolument sublimes. Et il y a aussi un arboretum de peuplement. Donc, aujourd'hui, ils ont déjà ils essayent pour faire vivre le site de faire des événements. Donc ils ont un truc qu'ils ont appelé les merveilleux, là, qui se passe la nuit plutôt en automne, je crois, ou en hiver, où ils éclairent et puis ils font des parcours. Et en fait, pour renforcer ça, ils ont embauché une boîte pour se faire véritablement tout un parcours dans l'arboretum pour aller faire des stations et raconter l'histoire du domaine, etc., avec des mises en scène qui leur permettaient d'avoir vraiment un effet spectacle, quoi, ça. Donc ça, c'était un des points. C'est le point qui leur a permis de déclencher du financement, en fait. C'est pour ça que je vous l'ai mis aussi, c'est que souvent ça démarre comme ça. On veut valoriser le site, donc on trouve une accroche un peu, on va dire commerciale, entre guillemets, et à partir de là, c'est parti. Ils avaient cette question des équipements techniques, donc aujourd'hui, ils sont un peu cachés derrière une haie, un truc plastique, machin, ça se voit pas trop, mais bon, ça plaît pas à tout le monde, et surtout pas à l'ABF. Et on avait la question du domaine lui-même, donc on voit il y avait des magnifiques sujets, là, enfin ils y sont encore évidemment, de l'arboretum historique, puis ils ont des parties qui sont plutôt de l'arboretum de peuplement, où ils ont des bois qui sont un peu moins nobles, qui sont un peu moins précieux et qui sont moins identifiés individuellement. Et donc en fait, lié à cette double contrainte, on a identifié deux sites. Donc il y a le site ici en rouge, qui est un site qui sert aujourd'hui un peu de parking sauvage justement pour les merveilleux ou ce grand type d'événements qui se passe déjà. Il y a la volonté de recréer un accès sur la route départementale pour pouvoir desservir le site. Et puis il y a ici au bout du domaine une plateforme existante qui pouvait assez bien accueillir le pôle technique qui pour l'instant est aujourd'hui là. Et donc beaucoup dans le circuit en fait des gens qui se baladent, le plus beau de l'arboretum étant ici, quoi. Et le château ici. Et donc en fait, chemin faisant, quand on additionne, je vous la fais courte, mais on se retrouve à travailler sur un accueil au milieu du parking. Un accueil qui n'est pas un accueil, qui n'est un accueil que pour la partie parcours nocturne, puisque l'accueil du site en lui-même existe déjà et il est ici. Et un pôle technique qui est là pour accueillir donc, les différentes fonctions d'entretien du site. À un moment donné, il était question de faire aussi un bout de RP pour faire un restaurant, etc. Machin. Manifestement, dernièrement, c'est plus la question, donc ça va, ça vient, mais voilà. Donc là, on est vraiment sur le plan masse de l'accueil, donc connecté, là on voit les places de parking, et on vient s'inscrire avec une forme qui vient finalement
donner la direction un peu du parcours nocturne. Les gens peuvent le traverser et rentrer dans le domaine ici pour pouvoir aller dans le parcours nocturne. Donc tout l'enjeu qu'on s'est donné là, au-delà de l'enjeu architectural, c'était de se dire, le site il héberge beaucoup d'arbres, justement, beaucoup de ressources. Donc est-ce que sur site et autour, on arrive à valoriser cette ressource? Il y a toujours la question de la temporalité. C'est vrai qu'on l'a un petit peu survolé tout à l'heure sur le quai de transfert. Le quai de transfert, l'origine, c'était quand même, on essaye de couper du bois de la commune et on l'utilise. C'est la commune qui fournit la ressource, vraiment. Au final, vous l'avez compris, finalement, c'est John qui avait déjà ses filières, qui a fourni le bois. Parce que le bois qui est coupé, il le garde 1 an en forêt, il sèche sous les arbres. Donc il fait sa première période de sèche. Et ensuite, il le récupère seulement, il le débite, il peut le faire ressécher, il a un séchoir chez lui, et il le taille. Là, on aurait aimé, et on est en train d'essayer de le faire, vraiment utiliser le bois du site. Mais le bois du site, il n'est pas exploité aujourd'hui. Donc il n'y a pas de filière, on ne peut pas couper du bois, le mettre à sécher pendant 1 an, etc. Enfin, on n'est plus du tout dans l'esprit des habitudes du site. Donc finalement, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de mettre en œuvre le bois vert. Le couper, le scier et le mettre en œuvre pour qu'il sèche sur pied. Il y a plusieurs charpentiers dans le coin qui le font. Il y a notamment un des charpentiers qui a travaillé sur la reconstruction de la charpente de Notre-Dame. Donc ceux qu'on voit avec les petites hachettes qui travaillent en suivant le fil du bois. Et la deuxième contrainte qu'on s'est donnée, c'est d'essayer, puisque là-bas la ressource c'est plutôt du feuillu, d'utiliser du feuillu plutôt que du sapin épicéa comme on a l'habitude par chez nous. Et puis en plus ça fait sens parce que quelque part ces bois-là pour eux aujourd'hui ils n'arrivent pas trop à les valoriser, c'est loin d'être les plus chers en termes de ressources. Et donc certains ont commencé justement à s'équiper et à vouloir essayer d'en sortir quelque chose. Donc on a plutôt des sections un peu plus petites, on a plutôt des sections un peu plus courtes, parce que les bois ils ont leurs propres caractéristiques. Mais finalement quand on associe un peu tout ça, on est capable de mettre en œuvre et du bois local et du bois vert et de le garder en circuit court. La seule contrainte que ça engage, c'est que l'ossature finalement, dans les différents bâtiments, elle ne peut pas être prise en sandwich dans une paroi. On ne peut pas isoler dans l'épaisseur de la structure, etc. Donc à chaque fois, on a travaillé soit en structure intérieure, soit en structure extérieure, mais pour garder la structure visible. Donc ça, c'était l'accueil, pardon, qui est vraiment pas grand-chose. On a un petit bout d'accueil, un local technique, 2 WC, enfin voilà, ça vient préfigurer le circuit, et donc le pôle technique qui prend place sur la fin du site, où on a quelques bâtiments qui sont vraiment des bâtiments pareils assez légers, où on vient héberger quelques places de parking, un petit peu de stock et des vestiaires bureaux, et sur lesquels on a vraiment essayé de travailler. Donc on voit c'est assez facile dans ces cas-là, mais on le voit aussi sur le bâtiment un peu plus fermé, où la structure reste en extérieur, et on a du bardage qui vient en intérieur pour pouvoir laisser vraiment le bâtiment se mettre en place finalement. C'est vraiment cette notion-là, parce que le bois vert ne va pas le rester évidemment toute sa vie, loin de là. Donc on est allé là aussi, pour rendre ça un peu crédible, visiter justement les artisans du coin, dont ce fameux charpentier. Et ils ont maintenant donc des outils pour tailler notamment du peuplier, où ils en ont beaucoup, et ils arrivent à en faire quand même du bois d'œuvre assez facilement. Donc on devrait, si tout va bien, réussir à le mettre en œuvre en bois vert, en ressources locales et en feuillu. Et donc là, on voit dans nos dessins d'études la dichotomie qu'on a essayé de mettre en place entre le bois vert, qui est à chaque fois complètement libre, et un bardage qui est rapporté et qui vient se mettre par-dessus. Là, on voit sur le bâtiment qui est isolé, la charpente, elle reste en intérieur, et l'enveloppe passe autour de la charpente pour que chacun ait sa propre autonomie. Voilà, et travailler pareil en maquette. Alors il y avait aussi des contraintes patrimoniales, donc on a fait des maquettes aussi pour ça, et puis pour convaincre voilà, sur la façon dont ça pouvait se mettre en œuvre sur les 2 bâtiments. Le dernier que j'ai ramené,
c'est pas l'antithèse, mais c'est finalement qu'est-ce qu'on fait quand on veut utiliser du bois dans un espace particulièrement urbain. Parce que là, on est à Paris, au cœur du centre Georges Pompidou. Donc on ne peut pas faire plus central, on va dire, comme bâtiment. Et on a récupéré un marché avec Studio Lada là, de Nancy, qui sont des copains, de restructuration un peu là, des 2 niveaux 4 et 5 de l'exposition permanente du centre Pompidou. Et dans le lot, il y avait la fabrication d'un escalier qui lie les 2 niveaux. Avec, on avait le pressentiment, l'idée de se dire, cet escalier, il faut qu'il devienne un peu un événement, c'est le moment de rupture un peu dans le parcours, donc il faut qu'on emmène les gens entre les 2 niveaux. Matériellement, on trouvait intéressant de donner un effet de continuité, c'est-à-dire qu'au centre Pompidou, on voit bien le bâtiment, il est tout métallique, avec ces grandes gerbettes que Piano a fabriquées. Il y a toutes ces dalles en béton, et au-delà de ça, ils ont fait, depuis maintenant beaucoup d'années, pour nous c'est quand même un marqueur de l'identité du centre, un magnifique plancher en bois debout. Et donc quand on parcourt le centre, on est vraiment accompagné par ce plancher, et on s'est dit ce qui pourrait être intéressant, c'est de poursuivre cette lecture du truc. Donc finalement d'avoir un espèce de bois debout aussi dans l'escalier. Et la dernière contrainte qu'on avait, c'est que pour monter un escalier au 4e étage, 5e étage, il faut tout passer dans les monts de charge. Donc finalement là c'est encore pire que sur le plateau. Les bois de quelques mètres, on oublie, on est tous sur du petit format pour pouvoir réussir à monter tout ça là-haut. En plus il y avait évidemment la contrainte de site occupé puisque le musée n'est fermé que le mardi. Et pas les autres jours, il est parcouru, et les gens continuent à le visiter. Ils n'allaient pas fermer le musée Pompidou pour notre petit escalier. Et voilà, donc ça a fait une somme de contraintes dont on s'est emparé. Donc ça, c'est le musée avant qu'on intervienne. Là, l'escalier prend place à terme ici. Ça retournait un peu le sens de circulation. Et il y avait déjà un escalier existant, mais qui n'allait pas, justement pour des histoires de flux, de machin. Enfin bon, ça paraît toujours un peu cocasse de se dire qu'on a fait un escalier à la place d'un escalier, mais des fois, les programmes sont faits ainsi. Et on trouvait intéressant aussi de récupérer, dans le travail qu'on a fait, la lecture de ces grandes fermes métalliques, parce que finalement, à l'origine, ça c'est une photo de l'origine de la première scénographie. Les plateaux du centre Pompidou, ils étaient beaucoup plus libres. Aujourd'hui, ils ont tout cloisonné. On est sur des salles assez traditionnelles finalement, donc qui laissent voir en partie la charpente métallique sur chaque niveau. Mais on a quand même quelque chose qui s'est assez éloigné de cette espèce de plateau complètement libre que voulaient Piano et Rogers quand ils ont fait ce projet-là. Et par contre, il y a une chose qui n'a pas du tout changé et qu'on voit bien aussi, c'est qu'au centre, rien n'est posé sur les fermes, tout est suspendu aux fermes. Donc on a à chaque fois ces grands tirants métalliques qui sont là et qui viennent récupérer les efforts. Donc là, voilà, on voit où s'inscrit le nouvel escalier dans le parcours, qui est quand même un énorme musée. Alors tous les espaces techniques là sont plutôt en façade à chaque fois pour drainer les flux, et puis on a les pièces au centre. Et donc on a travaillé dès le début sur cette notion d'assemblage liée à ces différentes contraintes, quoi. Le fait d'avoir le besoin de petits formats parce qu'on ne pouvait pas passer des grandes choses, et puis la volonté de se rapprocher de quelque chose qui était plutôt du bois assemblé et qui se relierait un peu à cette question du bois debout. Et finalement, ce qu'on a trouvé de plus efficient, c'est des produits qui ne viennent pas du tout de chez nous, en l'occurrence, mais qui sont des espèces de LVL de hêtre, là, où ils ont des sections très fines assemblées. Donc il y a, faut se le dire, pas mal de colle. Par contre, ça permet d'avoir tout à l'heure, Séverin parlait de classes de résistance pour le bois, là, C24, C18, etc., quand il a fait son bâtiment. Je crois qu'ici, on est en GL 70 ou je sais plus quoi, enfin, donc en termes techniques, en fait, c'était aussi l'occasion d'avoir un bois qui, techniquement, était bien au-delà de ce qu'on arrivait à avoir d'habitude. Et donc, ce qu'on a souhaité, c'est faire une sorte de parcours qui donne un peu aux gens, plutôt que de les balancer sur une seule grande volée, qui les fasse parcourir un petit peu le centre, et notamment qui leur fasse faire justement un demi-tour, et donc un étage de pause, à l'endroit où on est, la tête dans la charpente métallique, et où on dépasse les simèses de la scénographie actuelle. Et donc en fait, c'est le moment où on a, un des seuls moments finalement dans le bâtiment, où on a la lecture comme ça de ces grands plateaux
parfaitement visible. Donc ça, c'était les images qu'on avait faites un petit peu pour le maître d'ouvrage. Donc on s'est questionné, il y avait un moment donné où les marches étaient vraiment assemblées, elles sortaient, puis on venait les verrouiller par derrière, etc. Au final, on a travaillé sur un système où on assemble 4 panneaux. Les plans, voilà, on a une cloche en fait qui vient héberger notre escalier et le travail des 4 panneaux. Donc on a vraiment ces 4 panneaux assez identiques. Alors le sens du bois est différent parce qu'ils le font le panneau extérieur avec du bois vertical ou le panneau extérieur avec du bois horizontal, etc. Donc il y a un effet un peu graphique aussi à tout ça. Et ces 4 plaques sont assemblées pour finalement se rigidifier l'une l'autre et permettre de tenir. Et on a, dans les angles, à quelques endroits choisis, les fameuses suspentes qui reviennent et qui viennent suspendre l'escalier à la charpente existante du centre. Donc on a fait tout le détail de l'escalier comme ça, en dessin, en 3D, pour travailler sur ces différents plis. Et ensuite c'est parti, c'est les charpentiers de Paris qui ont eu le marché, là, qui sont une très bonne boîte parisienne de charpente, et qui nous ont donc tout débité. C'était un sacré mécano, parce que donc on avait tout qui était découpé sur des petites sections. Ça a fait tout un tas de caisses. On a fait un proto pour valider. Donc d'ailleurs, c'est toujours là qu'on se rend compte que c'est important de faire des protos, parce qu'au-delà de valider qui fait quoi, comment ça s'assemble, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est beau, c'est toujours l'occasion de se rendre compte que, par exemple, ici, ils nous avaient mis le tirant sur le mauvais pli. Donc on avait un problème, la main passait plus, on était obligé de lâcher la main courante pour pouvoir reprendre derrière, etc. Donc c'est toujours des moments qu'il ne faut pas passer. Et voilà, et donc on a travaillé, on a vraiment des moments où il y a des assemblages qu'on ne voit plus du tout, mais assez traditionnels, presque plus en ameublement qu'en charpente pour le coup, quoi. Où on vient comme ça serrer les panneaux entre eux pour leur donner la continuité structurelle. Et les différents panneaux sont énormément vissés, là aussi il y a pas mal quand même de vis d'assemblage. Mais là on voit les panneaux, c'est un panneau, la dernière partie là, c'est un bout de panneau par marche, quoi. Voilà, avec la feuille extérieure blanche qui reprend justement le langage des simèses et qui nous a permis de donner cette lecture comme ça de la grande cloche. Donc tous les panneaux de la cloche sont faits avec le même LVL de hêtre pour abriter l'escalier, voilà, et qui débouche sur la librairie, qui est plus la librairie je crois aujourd'hui, avec toutes ces questions de comment on fait pour tenir, etc. Et surtout dans une ERP de je ne sais plus quelle catégorie, mais où on avait des contraintes de feu, évidemment, donc tous les tirants sont passés à l'anti-feu, et l'escalier aussi, à notre désespoir en partie, mais bon voilà, c'est quelques photos réalisées. Voilà.